Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. 1979, Festival de Cannes. Francis Ford Coppola en conférence de presse dira « Apocalypse Now, c'était le Vietnam, on était trop nombreux, trop loin, avec trop de matériel et trop d'argent. Et peu à peu, nous sommes devenus fous. » Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Transmission, transmission un peu spéciale, transmission classique. Vous l'aurez compris, on revient donc aujourd'hui sur le film de Francis Ford Coppola, son opus magnum, sorti en 1979, puis ressorti dans une version rallongée de près de 50 minutes en 2001 sous le titre de Apocalypse Now Redux, et qui enfin est ressorti cette année le 21 août en France dans un troisième montage qu'il a appelé cette fois-ci Final Cut et qui soustrait 20 minutes par rapport à la version Redux pour arriver quand même au minutage coquet de 3h02. On va commencer tout de suite avec mes amis Lucien Alflans. Lucien Alflans, bonjour. Salut les gars. Un souvenir de la première fois que tu as vu Apocalypse Now ? Aucun. Et tu l'as vu combien de fois depuis ? Je sais pas exactement, mais il n'y a pas si longtemps, je l'ai vu 4 fois dans la même semaine. Et nous avons aussi Monsieur Manuelas qui est là. Manu. Salut Olivier. Manu, tu me parlais tout à l'heure de la genèse du projet en impliquant notamment un certain George Lucas. Tout à fait, parce qu'à l'origine, c'est un projet qui est développé par Milius quand il est sur les bancs de l'UCLA avec un camarade de promo, George Lucas. L'idée, c'est d'en faire un film tourné en 16 mm, en noir et blanc, dans une forme de cinéma vérité, avec pour référence pour Georges Lucas la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo, et donc un film qui serait tourné pendant le conflit. Mais bon, le film ne va rester qu'à l'état de projet. Et donc, Coppola va arrêter de ce film-là. Il va décider d'en faire une sorte de locomotive de sa maison de production, qui va être un film beaucoup plus cher, avec comme idée de concurrencer des films comme les Canons de la Baronne de Thompson. Un film à beaucoup plus grande échelle que ce que n'était le projet initial, avec l'idée que ce film-là va être le film qui va être la tête de vitrine de la société, va générer beaucoup d'argent et lui permettre derrière de financer des films plus ambitieux ou entre guillemets plus compliqué à produire, comme ce qu'il avait fait avec Conversation secrète suite au succès du Parrain. Après la suite, le tournage, il y a énormément d'histoires qui circulent. On sait que Coppola va décider d'aller tourner aux Philippines avec toute son équipe. Le tournage va s'éterniser, devenir extrêmement long, durer je crois 238 jours. Coppola n'est pas vraiment encore content du script et notamment de la fin du script, ce qui posera beaucoup de problèmes. La promotion du film va être construite sur l'intervention de Marlon Brando. Le premier acteur pressenti, même qui commencera le tournage pendant 3 semaines je crois, ce sera Harvey Keitel, avant qu'il soit changé au profit de Martin Sheen. Pour énumérer le nombre de catastrophes qui frapperont le tournage, donc Martin Sheen fera un arrêt cardiaque. Marlon Brando, donc on en parlait, arrivera obèse alors qu'il était censé maigrir, il n'avait pas lu le bouquin, il connaîtra pas son texte alors qu'il avait très peu de jours de tournage. Il y a la fameuse histoire des hélicoptères, c'est-à-dire qu'à l'époque le dictateur local s'appelle Marcos et Coppola, en tout cas sa société de production, va passer un deal avec Marcos pour pouvoir utiliser les hélicoptères lors de la fameuse séquence de l'attaque avec le haut son de Wagner et la chevauchée des Valkyries, mais les hélicoptères font la guerre sur un autre front dans le même pays la nuit et ils tournent la journée, ils doivent repeindre le matin les hélicoptères aux couleurs de l'armée américaine. Ce qui est aussi né du fait que l'armée américaine a refusé de prêter son matériel pour le tournage, qu'elle fait généralement pour les films de guerre américains, mais là vu le sujet très touchy de la guerre du Vietnam, même si le conflit était terminé, il y a eu un refus très clair. Coppola a essayé de négocier avec Kissinger pour avoir du matériel militaire américain et au final il s'est tourné vers les Philippines pour ça. Coppola dit lui-même qu'il entretenait de très bons rapports avec le charmant monsieur Ferdinand Marcos.
Et entre autres, il y a aussi le fait qu'un typhon, le typhon Olga, va détruire les décors et retarder encore le tournage. Et donc en quelques semaines, le budget passera de 13 millions de dollars prévus initialement à 30 millions de dollars et quasiment tout pour la poche de Coppola. Est-ce qu'il était le seul producteur sur le film ? Du fait des dépassements de budget, il va devoir négocier avec la United Artists et donc il ne sera plus complètement propriétaire du film. Mais à l'origine, le film est pensé vraiment dans cette perspective de blockbuster, mais conçu de manière indépendante. Donc en fait, Coppola va vendre les droits d'exploitation du film sur le territoire américain, puis de manière différenciée dans tout le reste du monde. C'est un type de montage financier très spécifique qui permet de garder le contrôle de son film, au moins le contrôle artistique. Oui, voilà, tu parles du contrôle parce que peut-être qu'à un moment le film échappe quelque peu, en tout cas l'envergure du tournage échappe quelque peu à son créateur. Et quand ils reviendront en fait au montage, il y aura je ne sais plus combien de mètres et de mètres et de mètres de pellicule et le monteur va, je crois qu'il y aura 3 monteurs différents et le 3e monteur va à un moment s'enfermer dans la salle de montage en menaçant d'y foutre le feu. Enfin, tout ça pour dire que le film fut une guerre même jusque le territoire américain, on peut dire. Et ce qui est super intéressant aussi avec ce film, c'est qu'en fait le tournage et la folie du tournage va refléter, le fait que le réalisateur va s'enfoncer petit à petit dans la folie, ça va refléter quelque part le sujet même du film, ça va refléter même quelque part la trajectoire même des personnages du film et ça va refléter le film lui-même, c'est-à-dire qu'au début du film, les scènes sont relativement écrites, elles respectent quasiment à la virgule près le scénario de Milius et à partir d'un moment Coppola va laisser tomber le scénario pour aller sur un montage qui est beaucoup plus sensitif, beaucoup plus métaphorique jusqu'à cette fin qui va poser énormément de problèmes pendant très longtemps et d'ailleurs je crois qu'elle est très très éloignée du scénario original. Oui, autant on peut remarquer sur les 3 quarts du film la grande empreinte de Milius. Une très grande partie des scènes respectent à la virgule près les dialogues et des idées même de scènes, puisque par exemple une des scènes les plus représentatives d'Apocalypse Now, qui est la chevauchée des Valkyries, elle est conçue dès le scénario avec son utilisation de la musique. La présence des Doors aussi dans le film, elle est déjà présente au scénario, elle n'est pas utilisée de la même façon comme Coppola va l'utiliser dès la séquence d'intro avec This Is the End et ces images-là, mais elle est déjà là, donc pendant tout un temps, la place de Milius a été un peu minorée sur le film, mais depuis, je crois, la version Redux, il y a eu une longue interview de Coppola et de Milius où il a remis à l'avant-plan quand même largement le travail de Milius. Mais le fait de masquer le personnage de Kurtz pendant tout le récit, de ne faire qu'en parler, va poser un problème au moment où on va se retrouver confronté à lui. Et donc ça va aussi se retrouver dans le problème qui va être le problème Brando, qui arrive ventripotent, qui n'a pas appris son texte, etc. Alors, Brando était déjà connu à l'époque pour venir cachetonner dans certains films et il va continuer à le faire. Mais je pense un tout petit peu, pour se faire l'avocat la défense de Brando sur ça, je pense qu'il a peut-être aussi pressenti que le personnage n'était pas très bien défini. Et ça, c'est même avant le début de tournage du film, puisque avant de lancer le tournage du film, vont être auditionnés Steve McQueen pour le rôle de Willard, puis après pour celui de Kurtz. Il va y avoir Nicholson qui va aussi être prévu aussi pour Willard et pour Kurtz, Pacino également. Mais je pense que déjà il y avait le fait que ce personnage était ambivalent et il y avait un problème dans la manière dont était défini Kurtz, parce qu'en fait c'est 2 personnages miroirs et donc c'est quelque chose qui va être beaucoup résolu à la mise en scène. Plus que réellement dans l'écriture scénaristique. Et naît de certaines interactions, à un moment, des improvisations qui vont naître entre Coppola et Brando, de ce qui va être proposé. Je sais que c'est beaucoup critiqué parce que souvent on résume certains effets de lumière de Storaro. Certains effets de lumière de Storaro à le fait juste de masquer la corpulence de Brando, mais non, je pense que c'est vraiment un moment de traduire visuellement la symbolique du récit de cet être déchiré en deux et qui doit soit faire le deuil d'une de ses parties ou se fondre carrément dans l'obscurité, dans la jungle.
Juste faire une petite précision autour de l'ambivalence des personnages dont parlait Manu, parce que l'affiche qui en effet se réfère à une scène culte dans laquelle Martin Sheen sort son visage de l'eau avec un maquillage rappelant celui du colonel Kurtz, incarné par Brando. Qui va apparaître dès l'affiche qu'on a connue pendant longtemps d'Apocalypse Now, qui présente avant tout Brando. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir la version Final Cut qui sort aujourd'hui, qui reprend justement cette image assez iconique de la sortie du marais, qui est devenue maintenant cette image qui représente Apocalypse Now dans une partie de l'inconscient des cinéphiles. Ce qui est intéressant, c'est justement cette séquence-là. Elle est tournée bien plus tard, elle est tournée après le passage de Brando. Et tu sens que c'est un cheminement intellectuel de toute l'équipe artistique pour aboutir à cette image qui va être hyper forte symboliquement, mais qui va avoir besoin de toutes ces hésitations pour naître. Elle va être tournée, je crois, 2-3 semaines après le départ de Brando. Donc on voit vraiment que c'est un moment... C'est la renaissance du personnage. Ça a été... Il doit toucher le fond même pour ressortir de l'eau. Il y a toutes ces symboliques là. Pardon, je te coupe, mais Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu expliques bien, Manu, en effet, c'est que Coppola doit faire quelque part, il doit faire avec ce qu'il a, il doit donc changer, il doit aller à la rencontre de son film lui-même et donc redéfinir la fin et le personnage sur place, et que en fonction de ce que aussi Brando lui donne, ou en tout cas ce qu'il arrive à tirer de Brando, il va devoir composé avec des images en plus pour la fin de son film, et notamment donc cette image célèbre de Martin Sheen qui sort de l'eau, qui est quelque part déconnectée de manière spatiale. Elle est quelque part déconnectée du reste du film, et elle est là purement pour sa valeur symbolique, comme par exemple les indigènes qui achèvent la vache qui va être montée de manière en montage parallèle avec justement la mort de Kurtz. Il est extrêmement, il est en permanence question de symbolisme dans ce film. Mais progressivement, on va perdre les repères, progressivement, pour aller vers presque une forme d'abstraction. D'ailleurs, la scène qui se passe entièrement de nuit avec le GI qui va tirer sur le pont de Langue. Voilà, sur le pont, elle est montée aussi complètement différemment des scènes précédentes. On est tous dans des fondus enchaînés, on perd les repères. On est quasiment dans une sorte de pulsation. Le rythme du montage est quasiment calé sur une pulsation de respiration qui irait décrescendo. Mais après, je suis pas tout à fait d'accord dans l'idée que stylistiquement ou même formellement le film prenne cette voie progressivement, parce que dès la séquence d'ouverture, on est déjà avec des surimpressions, avec 3 couches d'images qui se superposent, avec un mélange sonore, etc. On est déjà dans une idée que va travailler tout le long du film avec beaucoup de fondu au noir, d'ouverture au noir, de superposition, de perte de repère du spectateur pour se laisser aller aussi vers cette fin de récit qui de toute façon va demander à un moment, ce que demande toujours le cinéma, une suspension d'incrédulité, mais carrément là, lâcher les amarres avec les personnages et de se laisser aller, porté par les images et la symbolique qu'elle charrie. Il y a un moment de rupture totale dans le film, mais en effet, dès cette première scène, il y a déjà tout thématiquement et formellement ce qu'il va y avoir dans le film. Ce serait intéressant de savoir, est-ce que cette première scène a été montée une fois qu'ils avaient déjà une version plus ou moins de tout ce qui est le dernier tiers du film, ou est-ce que la première scène, comme tu le disais, apparemment elle a été très écrite aussi déjà par Milius, mais toutes ces surimpressions, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'il a trouvé après? Ça, on ne sait pas. Pour justement donner une espèce d'avant-goût de la perte d'essence. C'est une idée de Walter Murch, non? C'est une idée de Walter Murch, mais c'est cette utilisation de la surimpression. De toute façon aussi, c'est un film qui est extrêmement sensitif, puisque je crois que c'est un des premiers films à être mixé en quadriphonie. Donc dès le début, il y a le début avec ces pales d'hélicoptère qui se fondent avec celles du ventilateur, etc. Il y a vraiment un travail de spatialisation du son qu'on avait assez peu auparavant. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est qu'à cette époque-là, Coppola développe ce qu'il va appeler le cinéma électronique, cette idée il va beaucoup monter en vidéo, ce qui va aussi, je pense, lui permettre d'expérimenter ce type de surimpression assez peu expérimenté dans un montage plus traditionnel, classique. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y a eu beaucoup pas de miscast, mais d'essais de casting pour les personnages de Kurtz et de Willard. Sans doute que le personnage de Kurtz était assez mal défini au départ sur papier. C'est pas pour rien même que quand Orson Welles s'était intéressé à l'adaptation
du bouquin qu'il avait préparé de prendre le même acteur pour jouer les deux rôles. C'est pas qu'il avait casté des acteurs pour jouer ou l'un ou l'autre rôle, mais vraiment pour jouer les deux rôles. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez, ma question c'était, qu'est-ce que vous pensez plutôt du choix de Martin Sheen, qui est un acteur qui est relativement peu vu encore à l'époque et qui est quelqu'un qui est fort dans l'underacting comparé aux autres de ses contemporains. Et qui a presque un look de surfeur. Mais par exemple, par rapport à un mec comme Harvey Keitel ou un mec comme Pacino, c'est quand même pas le même Coppola genre dit d'acteur. lui-même que s'il a changé d'avis par rapport à Keitel pour prendre Martin Sheen, c'est parce qu'il voulait quelqu'un qui ait moins de charisme et qui bouffe moins l'écran, auquel le spectateur pouvait le plus se raccrocher. Et parce qu'il y avait déjà aussi, même dans Willard, un questionnement sur la manière dont il était incarné, puisque le personnage de Willard est quand même principalement un personnage de spectateur, qui va être la voix off du film, qui est constamment à observer les choses, même si par certaines de ses actions, de ses prises de position, on comprend par où il est passé, notamment dans la scène de la petite embarcation avec le sauvetage du chiot. Mais donc il y a des indications quand même qui sont données sur le personnage, mais c'est quand même un personnage qui est très en retrait. Si on fait tout un foin aujourd'hui d'Apocalypse Now, même si c'est un film dont on peut parler énormément pendant très longtemps et qui est passionnant à débattre, mais c'est parce qu'il y a ce nouveau montage aujourd'hui, donc un montage Final Cut, et qui apparemment reprendrait quand même une bonne partie des ajouts qui ont été faits dans la version Redux. Donc j'aurais voulu savoir, chacun de votre côté, parce que je sais que vous avez des avis différents, quel est votre avis sur cette version Redux et qu'est-ce que vous attendez peut-être d'une version Final Cut ? Moi, la version Redux, j'ai toujours considéré comme une opportunité de revoir à l'époque Apocalypse Now en salle, ce qui était inestimable pour l'avoir découvert principalement en vidéo. Je suivrai aussi à Coppola de ne pas avoir joué à cette époque-là, contrairement à un de ses amis, Lucas, de procéder par révisionnisme et d'effacer les versions précédentes de ses films. Ont toujours coexisté la version Apocalypse Now de 79 de 79 et la Redux, et là avec la Final Cut c'est la même chose, il n'y a pas une version qui en efface une autre. Après, ma préférence restera toujours à la version salle, pas parce que c'est la première que j'ai connue, mais parce que je pense qu'elle est beaucoup plus efficace. Je pense que dans la Redux il y a un vrai problème de rythme, même dans des scènes des fois que je peux comprendre et d'autres clairement apprécier. La scène de la plantation, je la comprends dans l'intérêt qu'elle peut avoir pour situer le conflit, poser une certaine idée beaucoup plus, on va dire, politique et historique du conflit, mais je la trouve assez ratée par instant, dans le jeu des personnages, dans sa longueur. En revanche, j'ai beaucoup d'affection pour la scène des bunnies, où on retrouve les bunnies, qui est une scène qui était déjà écrite par Milius. Ce qui est amusant, c'est que Milius, à la sortie en salle, était content que cette scène ait disparu. Il travaille beaucoup de ses films autour d'une certaine mythologie. Il a conçu le personnage de Kilgore comme un cyclope qu'il fallait esquiver. Il y a pas mal de lectures, d'analogies avec l'Odyssée d'Homère. Et les bunnies sont les sirènes, et pour lui, il trouvait ça d'une certaine façon une erreur pour lui d'écriture de les avoir fait re-rencontrer, de permettre de les toucher parce qu'on ne touche pas les sirènes. Mais je trouve c'est un film qui perd beaucoup en efficacité, en rythme, et je le vois plus comme une version B que réellement comme la version d'Apocalypse Now. Je suis assez d'accord, je te rejoins vraiment là-dessus. D'autre part, je trouve que la scène dans le Redux de la plantation est peut-être placée trop tard, je trouve, dans le récit, où on est déjà dans cette perte de sens et de repères. Je crois qu'une telle... En tout cas, cette scène-là, avec cette fonction-là, selon moi, elle aurait dû être placée plus tôt dans le récit. Lucien ? Mais en soi, je suis assez d'accord avec vous. La version salle est de loin la plus efficace. Mais il y a quelque chose que j'aime, que Coppola se permet et qu'on voit chez assez peu d'autres cinéastes de cette trempe-là, c'est cette façon qu'il a de se permettre des
des moments en suspens qui n'auraient pas vraiment leur place dans n'importe quel autre film et qui clairement alourdissent le rythme du film. Moi j'ai presque l'impression que ces moments-là, il en a fait une carrière par la suite avec des films comme Twix, tout comme c'est des trucs, c'est des films. Il en a terminé sa carrière peut-être avec ça. Mais peut-être, mais moi je sens en tout cas un attrait. Le problème c'est qu'à la base la scène de la plantation française, elle a été sortie du montage pour des raisons de condenser le récit, mais aussi parce que Coppola n'en était pas content et l'a trouvé d'une certaine façon un peu raté. Ouais, ça se comprend tout à fait. Comme je dis, je peux pas être en désaccord avec ça, mais j'ai quand même une tendresse pour cette espèce de lyrisme un peu romanesque qu'il y a dans cette scène-là et qu'on retrouve pas toujours dans ce type de film-là, en tout cas. Une ouverture, ouais, en effet, que je peux comprendre qu'on considère comme des largesses scénaristiques, voire même des scènes qui sont ratées, mais qui sont même en ça trop. donne des possibilités de lecture autres, je trouve. Il y a des choses que je trouve très belles, comme par exemple l'arrivée de ces personnages qui arrivent comme des fantômes, toute l'idée qui arrivent vraiment dans un nuage de fumée et ils apparaissent comme des fantômes parce que ce sont des personnages venus du passé. Alors ça donne toute une perspective au film par rapport au temps. Ça met en perspective aussi le rapport à la guerre d'Indochine, le rapport au massacre des Indiens avec Kilgore et ses manières, je veux dire, de cow-boy, de la préhistoire à certains moments avec cette tribu que fonde Kurtz. Et même, je trouve le fait que le personnage noir, qui est un Américain moderne dans son bateau, meurt d'une lance dans le cœur, ça rentre aussi dans cette perspective-là. Et je trouve que cette scène-là, si elle n'est pas, donc la scène de la plantation française, même si elle n'est pas tenue, pas réussie, je trouve qu'elle apporte ce lyrisme et cette lecture peut-être un peu théorique là, mais que je trouve très belle. Moi, elle me pose des problèmes, comme je te le disais, un problème de rythme, et elle me pose aussi problème pour deux autres raisons, qui sont le fait de montrer l'enterrement d'un des soldats, alors que je trouve que l'idée est beaucoup plus belle dans la version de cette idée que ces soldats sont carrément avalés par le fleuve, et donc avec littéralement un qu'on va laisser partir dans le fleuve, dans une très belle scène à contre-jour. Et la fin de cette scène-là, avec Martin Sheen et Aurore Clément, où elle a cette phrase un peu bateau, où elle lui dit en toi il y a le soldat qui aime et qui tue. Je ne sais plus quelle est la vraie phrase, et elle est clairement dans l'ambivalence dont on parlait, mais sur un modèle très très lourd en fait, qui n'amène pas justement à s'élever à mon sens. On perd un peu cette dimension symbolique, c'est vrai. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Moi, ce qui me marque dans la fin de ce film, c'est les deux mots qui sont dits en voix off par Willard, qui sont Aurore, qui font référence encore une fois à cette espèce de dualité qu'il a en lui, mais aussi à Kurtz, qui prononce ces mots quelques dizaines de minutes plus tôt dans le film. C'est aussi un moment où, pour moi, c'est peut-être le seul moment dans le film où la voix off de Willard n'est plus tellement une voix off d'un personnage observateur. Là, j'ai plus cette impression-là. J'ai vraiment l'impression que c'est Coppola qui dit ça pour clôturer son film, quoi. Voilà, je vous ai présenté l'horreur. Et cette embarcation aurait pour but de remonter, entre autres, à travers le temps, comme je disais tout à l'heure, à travers différentes étapes, différentes guerres, différentes époques. Une lecture que tu avais autour de la scène de la plantation française, notamment. Exactement. Et surtout quand tu parles de boat movie, puisque c'est pas un road movie, c'est aussi un genre qui va prédominer dans le cinéma des années 60-70. Entre autres avec un film nommé Easy Rider de Dennis Hopper qui joue dans le film. Et je pense que aussi... Dennis Hopper qui a un rôle
vraiment très qu'on peut trouver à première vue très anecdotique dans le film. Mais qui pour moi ne l'est pas tellement. Je pense que si Coppola l'a choisi, enfin après Coppola raconte que ça s'est un peu joué au tournage parce qu'à la base Dennis Hopper avait un autre rôle, je pense le rôle du commandant qui vient avant Willard sur place, mais Dennis Hopper a simplement demandé à Coppola pour jouer au plus près de Brando, et c'est là que Coppola lui a donné ce rôle où il a des scènes avec Brando. Ouais, dans la grotte. Mais je pense en effet que si Coppola a permis cet échange de rôles, c'est aussi parce qu'il sait ce que représente Dennis Hopper en tant que hippie, quoi. Ce photographe hippie qui commencerait à ressembler à toute cette Amérique qu'il a vomi toute son existence à cause et à travers la guerre. C'est marrant, en parlant de ça en 2019, moi ça me fait penser à un film d'un certain Quentin Tarantino paru récemment. Justement, quand on parle de faux prophètes, de tout ça, un moment aussi un basculement de cette idéologie hippie vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Après, ce qui est intéressant aussi quand tu parlais de cet aspect road movie, boat movie, c'est qu'aussi dans les influences de Milius a plus une affection pour la culture beatnik que celle hippie, et un de ses livres de chevet était sur la route de Kerouac, quoi. Donc je pense qu'il y a des parallèles à tisser entre à la fois la période dans laquelle le film évolue et ce genre particulier qu'est le road movie. Bon, messieurs, merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt avec une transmission plus actuelle. Merci, à bientôt.